La République démocratique du Congo parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Voilà qui ressort du dernier classement de la Banque mondiale. Une situation dont la responsabilité incombe aux dirigeants. Le député Mike Mukebai a clairement fait sa lecture. Ça brûle à l'union sacrée, une nouvelle cassure importante. Désormais, le divorce est consommé d'avec ensemble. Des députés partent, mais il y a également des victimes. Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, en ferait-il partie? Une motion de défiance a été déposée contre lui à l'Assemblée nationale. Situation des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Les PVH pensent ne pas être bien pris en compte. Un pas a été franchi avec un ministère leur consacré, mais jusque-là, pas de secrétariat général. Les personnes vivant avec handicap ont organisé un sit-in à la primature. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition de journal sur Digital Congo. Nous allons commencer avec cette mauvaise nouvelle. La République démocratique du Congo a été classée parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Ce classement procède du dernier rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté. Une situation inexplicable face aux potentialités du sol et du sous-sol dont regorge la RDC. S'étonne Mike Mukebai. Pour lui, la faute incombe aux dirigeants actuels. Tenez, en 2021, déjà, 64% de la population en République démocratique du Congo vivait avec moins de $2 par jour. Rachel Massengo. Près d'une personne sur 6 vit dans une situation d'extrême pauvreté en République démocratique du Congo. Le dernier rapport de la Banque mondiale est très alarmant sur les conditions de vie des populations congolaises. Déjà en 2021, près de 64% de la population congolaise vivait avec moins de $2, indique la Banque mondiale. Pour Mike Mukebai, député provincial de Kinshasa, ce rapport montre que tous les chiffres avancés par le pouvoir actuel ne que la cosmétique. Les conclusions de la Banque mondiale montrent que tout ce qui est mis en avant en ce qui concerne les chiffres, l'augmentation des recettes en rapport avec le budget national, que tout cela n'est qu'un maquillage, c'est de l'enfumage. Au moment où on parle des chiffres, ces chiffres ne sont pas vrais, parce que ces chiffres sont à vérifier lors de la reddition de comptes. Et vous savez ce qui se passe dans cette reddition de comptes. C'est que la Cour de comptes, qui est l'instance habilitée pour le contrôle en matière, est rendue inopérante. Donc on va nous faire une fausse reddition de comptes. L'élu de Lingwala accuse surtout le pouvoir actuel de mauvaise répartition des ressources. Vous parlez d'augmentation des recettes. Et cette augmentation des recettes, vous en tirez les conséquences. Vous augmentez des salaires. Pendant que le Congolais, en tout cas au moins celui qui travaille, perd chaque jour son pouvoir d'achat. Quand vous vous payez et que dans l'entretemps, ceux qui reçoivent l'argent perdent le pouvoir d'achat et que le bien de consommation n'augmente pas, vous provoquez l'inflation. Donc vous aggravez la situation. Donc il y a une question d'intelligence pour trouver un équilibre, mais ce pouvoir ici est incapable de trouver cette intelligence-là. La République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain 2020. Ainsi, un enfant congolais né aujourd'hui ne peut réaliser que 37% de son potentiel. Et c'est dans ce contexte que le Programme alimentaire mondial, PAM, annonce ne pas être en mesure de répondre aux charges humanitaires dans la province de l'Ituri par manque de moyens suffisants. C'est le représentant adjoint de PAM en République démocratique du Congo qui l'a dit à l'issue d'une audience qui lui a été accordée à Bunia par le gouverneur militaire. Des questions liées au climat des affaires ont été abordées lors d'une séance de travail entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et une délégation des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Le but est de préserver le meilleur partenariat avec le secteur privé, tant au niveau national qu'international. Bénédicte Ndembe.
Cette séance de travail, convoquée par le chef du gouvernement congolais et à laquelle ont pris part 16 ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques en poste en RDC, revêt à la fois une dimension diplomatique et économique. Des questions liées au climat des affaires ont été largement abordées au cours de ces échanges. Se confiant à la presse au nom de la délégation, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a souligné que cette réunion avec le patron de l'exécutif congolais a permis de mettre sur pied un cadre permanent de concertation dans le but d'apporter des propositions idoines pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Le climat d'affaires, c'est très important pour tous les secteurs privés national et international, pour le développement du pays, pour les investissements. Et nous, en tant que partenaires, on voit que le programme de gouvernement est là, qui contient beaucoup de mesures de réformer, d'améliorer le climat d'affaires. Et on est là pour communiquer, pour échanger des problèmes qui sont toujours là pour pas mal des entreprises, mais aussi notre approche positive pour aider, pour accompagner et pour échanger sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer le climat d'affaires, parce que c'est dans les intérêts de tous. C'est vraiment un intérêt commun de la RDC et de ses partenaires. Alors, de notre côté, on a indiqué quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions et quels sont les programmes que nous proposons, que nous mettons déjà en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est montré à son tour très réceptif en prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs avec qui il a mis en place ce cadre permanent de concertation sur les questions liées au climat des affaires. Et la table ronde initiée à Kinshasa par le ministre des Hydrocarbures pour traiter des solutions en vue d'approvisionner en carburant les provinces de l'espace Équateur et Kasaï s'est clôturée mardi avec des recommandations, par exemple l'implantation des stations en service dans chaque territoire pour l'espace Équateur, mais aussi la réhabilitation de toutes les voies des communications routières, fluviales et ferroviaires. Alain Mwamba, Rémi Diakoubikwa. C'est tard dans la soirée que les participants à la table ronde convoqués par le ministre Didier Boudimbu des hydrocarbures ont réussi à achever leurs travaux. L'objectif principal était de remédier aux problèmes d'approvisionnement en produits pétroliers dans le Grand Kasaï et Grand Équateur. 2 jours auront donc suffi aux participants, soit du lundi 10 et mardi 11 octobre, pour aboutir à des résolutions. Parmi celles-ci, province Kasaï orientale. Réhabilitation de voies communes, routes, fleuves et rails, construction de 20 stations-service en raison de 2 stations-service par territoire, province de Lomami, subvention de l'État à la SNCC pour augmenter le volume de 39 à 70 mètres cubes et le nombre de wagons-citernes, 15 à 30, réhabilitation des installations de CEP Congo Ampagna Tombo. Les gouverneurs de province, ministres des hydrocarbures provinciaux, les représentants des sociétés pétrolières et plusieurs autres experts en la matière ont pris part aux travaux. Le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, comme à l'ouverture, est resté ferme. Il nous faut des solutions, tout en remerciant les uns et les autres pour le travail abattu durant les 2 jours. Ce que nous avons fait pendant ces 2 jours, on a fait quelque chose pour le pays, pour notre pays, pour notre peuple, pour nous les Congolais. Ce qui se passe depuis un temps au niveau du Grand Kasaï et au niveau du Grand Équateur est juste anormal. Comment imaginez-vous une province comme le Sankou où on n'a même pas une station? On ne parle même pas de 2, on parle d'une station. Même pas une pompe, même pas. C'est anormal. Nous voulons pouvoir avoir des unités de stockage dignes de ce nom. L'un des temps forts était également la remise symbolique des brevets aux gouverneurs et ministres provinciaux pour leur participation. Il en sera de même pour tous les participants, ceci en guise d'encouragement pour le travail abattu. Étude à présent de préfaisabilité pour l'installation d'une usine des précurseurs des batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. Eh bien, une délégation mixte, ministère de l'Industrie et Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. La délégation a eu une séance de travail avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy. La structure qui mènera ces études de préfaisabilité sera désignée prochainement par la CEA. Obed Kambale.
Une délégation du ministère de l'Industrie, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CA, constituée du directeur de cabinet Jean-Dieudonné KVC, du chargé des missions de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Ogi Bolanda, et du professeur Jean-Marc Kilolo, économiste à la CA, a été dépêché à Lubumbashi par le ministre de l'Industrie Julien Paluku-Kahongya, et ce dans l'objectif d'accélérer les processus d'opérationnalisation de la zone économique spéciale transfrontalière où sera installée la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques de la province du Haut-Katanga. Sur place, cette délégation a échangé avec le vice-gouverneur Jean-Claude Kampoua. Au menu, les lancements pour bientôt les études de préfaisabilité avec le financement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et ses partenaires financiers qui accompagnent ces grands projets panafricains. Jean-Dieudonné KVC, directeur du cabinet du ministre de l'Industrie et chef de la délégation, précise. Aujourd'hui, 2000 hectares qui sont déjà disponibles pour abriter la zone économique transfrontalière pour les précurseurs des batteries électriques. Le gouverneur est déjà prêt à pouvoir accompagner la délégation, non seulement pour visiter les centres d'excellence africains pour les batteries, mais aussi il est prêt à nous accompagner pour aller voir les 2000 hectares qui ont été identifiés par la province pour habiter ces zones économiques spéciales. Signalons que plusieurs emplois seront créés par cette zone économique spéciale transfrontalière avec la Zambie. Et ce mercredi 12 octobre 2022 est le deuxième jour de grève des opérateurs économiques de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu. Ce mouvement est déclenché par une synergie de 15 corporations évoluant dans divers domaines. Les grévistes réclament l'amélioration des conditions sécuritaires dans la zone afin qu'ils mènent leurs activités dans toute tranquillité. Mervedi Calmer pour le reportage depuis Béni. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti au centre-ville de Béni durant les 2 premières journées sans activité. Par cet appel, les membres de la synergie de 15 corporations d'opérateurs économiques veulent dénoncer d'un côté ce qu'ils appellent silence du président de la République face à la situation socio-économique précaire dans la région qui impacte négativement sur leurs activités et de l'autre, déplorer le recouvrement forcé des taxes par les autorités de l'État de siège en dépit de cette situation. Dans une correspondance adressée au chef de l'État et dont nous avons reçu une copie, cette synergie rappelle que c'est depuis environ 8 ans que ses membres sont asphyxiés par les massacres qui gangrènent au quotidien l'économie dans la ville et dans le territoire de Béni. Ces opérateurs économiques soulignent que leurs marchandises sont pillées et brûlées, leurs chauffeurs et clients sont tués et massacrés, d'autres en cours de route voulant se rendre dans des grandes agglomérations pour se ravitailler, avant d'ajouter que leurs anciens clients sont devenus leurs déplacés car contraints de quitter leurs agglomérations suite aux atrocités attribuées aux ADF. Difficile donc de faire du bénéfice. Par voie de conséquence, leurs capitaux sont voués à la consommation, une situation qui constitue non seulement une difficulté pour les opérateurs économiques, mais aussi un manque à gagner pour le trésor public, lit-on dans cette même correspondance. Suite à cette situation, les membres de ces 15 corporations se disent incapables de se soumettre aux devoirs civiques en s'acquittant des différentes taxes et impôts, étant donné qu'ils ne réalisent plus des profits. Ils décident ainsi de suspendre toutes les activités économiques en ville et territoire de Béni du mardi 11 au lundi 17 octobre 2022 pour faire entendre leur voix. Seules les officines pharmaceutiques pourraient ouvrir leurs portes à partir de 15 heures durant cette période. Les élèves, écoliers et étudiants ne sont pas concernés par cette mesure. Contactée à ce sujet, la Fédération des entreprises du Congo, FEC Béni, s'est dit non impliquée dans ces mouvements de grève. Et nous allons maintenant parler politique dans ce journal. Le divorce est déjà consommé dans l'Union sacrée. Union sacrée et ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué. Il y a déjà des victimes. À l'Assemblée nationale, des signatures sont récoltées pour faire tomber Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies des Communications, membre de Ensemble et encore loyal envers Moïse Katumbi, qui a critiqué le bilan de l'Union sacrée et dit ne pas le partager. Depuis lors, l'Union sacrée a sommé Ensemble à quitter la plateforme, voilà, qui a peut-être justifié cette démarche initiale à l'Assemblée nationale. Peut-on confondre incompétence et loyauté envers son leader de Ensemble? La question demeure posée sur toutes les lèvres. Le commentaire est de Bijoui Dikadem. Il s'agit d'une motion de défiance contre le ministre des Transports, Voies de Communication et désenclavement, M. Chérubin Okende. Nous sommes venus déposer la motion contre lui, compte tenu de nombreux abus
qu'il est en train de commettre dans l'exercice de ses fonctions, nous sommes décidés avec les collègues signataires de cette motion pour déposer une motion afin qu'il quitte définitivement ses ministères. Toutes les conditions ont été respectées et les signatures ont été toutes acquises. 50, nous sommes à une soixantaine de signatures. Chérubin Okende est-il victime d'un acharnement ou du climat politique dans l'Union sacrée pour la nation? La question mérite d'être posée quand on sait que le ministre de Transport, Chérubin Okende, est l'émanation de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ce parti qui vient de prendre de position par rapport à l'Union sacrée et à son initiateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est vrai que le ministre de Transport doit être interpellé pour une raison ou une autre sur sa gestion comme tout autre ministre, mais c'est la rapidité de la motion qui prouve qu'il y a anguille sous roche. Est-ce la tête d'Okende qu'on veut ou c'est pour faire mal à Moïse Katumbi? Selon certaines sources, presque 80% des députés d'Ensemble pour la République viennent de rejeter l'offre de 6 000 $ proposée par le bureau de la Chambre basse pour se désolidariser de Moïse. Ces députés auraient exigé un minimum de 30 000 $ américains comme prix de leur trahison. Ceci pousse certains observateurs à rejoindre le président honoraire Joseph Kabila Kabange qui avait déclaré à l'époque, je cite, « Ces députés qu'on débauche vont coûter cher à la République ». Là, il s'agit de l'Union sacrée, le parti au pouvoir. À présent, dans l'opposition, la Mouka semble une plateforme inexistante. Entre-temps, il y a eu passation de flambeau entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Plusieurs se posent la question si la Mouka continue vraiment à exister. Pour Martin Fayulu, c'est l'esprit du peuple. Tant que le peuple est là, la Mouka existera. La plateforme Lamouka existe-t-elle toujours? Difficile aujourd'hui d'y répondre après le départ ou le retrait de plusieurs membres de cette plateforme électorale. Lamouka n'est plus que l'ombre de lui-même, comme le pense plus d'un observateur, même si le leader de l'ESID croit toujours en l'avenir de ce qu'il qualifie de l'esprit du peuple. Invité sur TV5 Monde, Martin Fayulu estime que Lamouka est au-delà des individus. Et Lamouka tient partout où je passe, dans l'arrière-pays, à Kinshasa, partout, et les gens parlent de la Mouka, et comme je l'ai dit, c'est l'esprit du peuple. C'est un esprit, et le peuple n'a pas encore renoncé à ce qu'il a créé. Pendant ce temps, entre les individus, c'est presque le désamour entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu, les deux leaders restés dans la barque. On a mis à loyauté par rapport au principe républicain. Ce n'est pas un soutien à une personne. Je soutenais un combat qui veut que pour que le pays marche, il faut la vérité des urnes. La vérité à l'audience qui est respectée, nous devons combattre pour la vérité à l'audience. D'ailleurs, la cérémonie de passation des témoins qui s'est déroulée mardi entre les coordonnateurs entrants et sortants s'est terminée sans communiqué final ni PV en l'absence des deux leaders. Au regard de ce feuilleton, la question reste posée si cette plateforme mise en place pour les élections sera en mesure de survivre face aux enjeux électoraux. Des questions liées à la justice, à la formation des magistrats et au processus électoral en République démocratique du Congo ont été largement évoquées lors du périple américain du président de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kamuleta Badibanga a conduit une forte délégation aux Nations Unies où il a participé aux réunions de haut niveau. Retour sur ce qu'a été le séjour du président de la Cour constitutionnelle aux États-Unis avec Rita Bitota. À la tête d'une forte délégation, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, s'est rendu aux Nations Unies et au département d'État américain. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie judiciaire. Intervenant sur VOA Afrique, le président de la Cour constitutionnelle revient sur l'objet de ce séjour de travail. Nous étions à New York dans le cadre de l'Assemblée générale. Vous savez qu'en cette période, plusieurs commissions sont en train de travailler. Étant donné que nous sommes en train d'impulser une nouvelle dynamique au vu de la marche de notre pays,
de faire en sorte que nous puissions sortir, je ne dirais pas de l'obscurité ou de la réserve, mais faire en sorte que la justice de mon pays puisse être visible. Et pour cela, nous sommes venus faire en sorte que nous soyons en contact avec différentes institutions qui concourent à la formation, à la recherche, de tout ce qui peut être ou amener à la bonne tenue de la justice, à bien dire le droit, à la préparation des acteurs judiciaires à faire face à la bonne tenue des élections. Le séjour new-yorkais de Dieudonné Kamuleta n'était pas de tout repos. Il a pris part aux réunions de haut niveau avec American Bar Association, ABA, avec cette organisation qui s'intéresse aux normes juridiques dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur la collaboration entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'ABA dans le but d'accompagner la communauté locale dans le cadre des cliniques juridiques. Et pour y arriver, il est prévu notamment la formation des magistrats. Avec des Saint-Truy, l'organisation d'enquête et politique spécialisée dans la désactivation des réseaux prédateurs multinationaux, il a été question d'évaluer les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans la lutte contre les réseaux des prédateurs multinationaux. Il ressort de ces échanges que la République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives et ses efforts ont été salués. Une autre réunion de haut niveau à laquelle a pris part le président de la Cour constitutionnelle, c'est à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Ici, le rôle capital que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer lors des prochaines élections a été évoqué. La même question a été abordée au département d'État américain où la délégation congolaise, conduite par Dieudonné Kamuleta Badibanga, a eu des échanges fructueux. Enfin, aux Nations Unies, la délégation a également pris part aux activités de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et dans la province du Nord Kivu, il a débuté ce mercredi 12 octobre 2022 l'audience publique à l'auditorat militaire de garnison de Goma dans le procès du célèbre pasteur Jean-Omar Ramazani accusé de kidnapping d'enfants et association des malfaiteurs. En justice, toujours, il y a eu des élections un peu partout en République démocratique du Congo. Les barreaux ont élu leur nouveau bâtonnier dans la province du Lualaba. Laurent Bako Ditende a été élu. Félicien Itimana est le nouveau bâtonnier de l'ordre à Goma, dans la province du Nord Kivu. À Kalemi, le bâtonnier Alex Kabinda poursuit un second mandat, lui renouvelé dans la province du Haut-Ouélé. Jean Bakou Mito a été également réélu également Albert Elongue au Sankourou. À Bukavu, mêmement, Claude Bagaya Mukwe conserve son fauteuil de bâtonnier de la province du Sud Kivu. À Lubumbashi, il y a eu un deuxième tour. Bâtonnière au Congo central, Chéri Louzaïsou Kinshasa Gombe a vu être réélu Mbaki Silou Zakou. Suivez. Les candidats numéro 1, Jean-Claude Mbaki Silou Zakou, a obtenu 736 voix. C'est la joie dans les camps du bâtonnier Mbaki Silouzakou, dont ses pairs ont renouvelé avec une majorité écrasante le mandat à la présidence du barreau de Kinshasa Gombe. Une victoire que les vainqueurs placent aussitôt sous les signes de l'unité en soulignant le fait qu'il n'est pas seulement le bâtonnier de ceux qui ont porté leur choix sur lui avec 736 voix, mais aussi pour ceux qui ont voté pour son colistier André Kibambe qui a obtenu 469 voix. La première prise de parole du bâtonnier Jean-Claude Mbaki à l'issue de ces votes était de remercier ses pairs, mais aussi mentionner que l'intérêt du barreau reste sa priorité. Vous avez reconnu les sacrifices que nous avons tous consentis. Je ne peux que vous demander davantage d'aimer le barreau et d'être tous derrière le bâtonnier. C'est pour notre barreau.
Lors de sa précédente mandature, plusieurs actions allant dans les sens de l'amélioration de la situation socio-professionnelle de l'avocat étaient perceptibles. À mettre aussi dans son actif la suppression des pénalités pour les frais de cotisation annuels, la certification du compte du barreau et la formation continue des avocats dont fait partie la tenue du colloque international sur les droits OHADA organisé il y a peu à Kinshasa. Réélu sur base d'un programme triennal dont figure la dotation d'un siège propre au barreau et l'affiliation volontaire des avocats à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS pour assurer leur retraite, plusieurs autres défis attendent le bâtonnier Jean-Claude Mbaki à la tête du barreau de Kinshasa-Gombe. Et nous allons nous rendre à présent à Matadi, dans la province du Congo central, où le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement de l'identification biométrique des agents publics de l'État. Cette opération lancée à Matadi va se dérouler en 5 phases. Amina Mouacha. Après Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé au lancement de la phase de l'identification biométrique des agents publics des provinces. Lancée à Matadi, chef-lieu du Congo central, cette opération va se dérouler en 5 phases, à raison de 5 provinces par phase. Je vous remets officiellement votre carte d'agent public certifié. L'opération vise à un recensement numérique avec l'objectif d'assurer une véritable sécurisation des données de fonctionnaires de l'État. Avec l'empreinte digitale, ça a été dit, et un système d'alerte permettant de dénicher les fraudeurs. Ce en vue de l'avènement prochain d'une administration publique congolaise moderne dont le fonctionnement devra répondre à l'équation un poste, un emploi. Un agent, un salaire et une compétence. Tout juste après le lancement, le VPM de la fonction publique a procédé au recensement complémentaire des retraités et rentiers à la Caisse nationale des fonctionnaires de l'État. Les chefs des divisions et des bureaux recensés étaient tout heureux de recevoir leur carte de main du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Le souhait, c'est que chaque agent public, chaque fonctionnaire, dispose de sa carte de sécurité sociale. Et pour ce, nous avons instruit la CENSAP de procéder à la poursuite de ces activités dans le Congo central au regard des indicateurs qui nous renseignaient que nombre d'agents publics ici dans la province ne disposent pas encore de ces cartes. Visiblement, le gouvernement que dirige le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est résolument engagé à remettre l'administration publique sur les rails de la modernité, l'innovation et du redressement conformément à la vision du chef de l'État. Toujours au Congo central, Jean-Pierre Liaou a martelé sur le combat qu'il mène contre les antivaleurs. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est dans le viseur des personnes vivant avec un handicap qui lui reproche de retarder la signature de l'arrêté portant création du secrétariat général de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Les PVH ont organisé d'ailleurs pour ce faire un sit-in devant la primature. Ce qui est sûr, la tension était vive entre personnes vivant avec handicap et personnes à mobilité réduite présentes et les forces de l'ordre. Prince Bangala y était également pour le compte de Digital Congo. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de toutes catégories se disent fatiguées de voir les blocages de la mise en œuvre du secrétariat général des personnes vivant avec handicap par le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Venus des 4 coins de la capitale Kinshasa, ces personnes à mobilité réduite ont fait savoir leur ras-le-bol par l'organisation d'une marche qui a débuté à la place des évolués jusqu'à la primature, point des chutes, afin de déposer un mémorandum auprès du Premier ministre. Devant la porte d'entrée de la primature, les personnes vivant avec handicap ont été heurtées à un important dispositif policier avec qui des échauffourées majeures sont suivies.
Malgré la présence des agents de sécurité, les personnes à mobilité réduite ont pu déposer leur mémorandum auprès d'un conseiller du Premier ministre qui a promis de le faire parvenir à l'autorité compétente. Dans leur revendication, l'on note aussi l'amélioration des conditions de leur vie. La mise en œuvre de cette loi organique apporte des innovations à terme d'amélioration de nos conditions de vie déplorables en ce qui concerne notre autonomisation, notre inclusion sociale et notre participation aux institutions publiques. Nous, personnes avec handicap, toutes catégories confondues, demandons l'implication du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, pour signature par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation des services publics, de l'arrêté portant création du secrétariat général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Je vous remercie. Ne laisser personne pour compte, tel est l'objectif du chef de l'État en créant un ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La création d'un secrétariat général des personnes à mobilité réduite peut contribuer à promouvoir leur autonomisation selon un expert des handicaps international trouvé sur place. Et ce communiqué qui nous provient de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, communiqué du 12 octobre 2022. Le secrétariat du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les cadres et agents de la CNSS, les assurés sociaux ainsi que l'opinion publique que M. Jean-Simon Futikiakou, directeur général intérimaire, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure de suspension de ses fonctions telles que relayé par une certaine presse en ligne malveillante. Le personnel de la CNSS est donc invité à vaquer normalement à ses tâches professionnelles, particulièrement en cette période préparatoire du paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2022 au bénéfice des prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale. Et c'est signé l'assistant principal du DG ad interim, José Diabou Ngoudi Kalou Okembi, directeur. Un autre communiqué, toujours de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, communiqué du 10 octobre 2022. Eh bien, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2022 débute ce lundi 17 octobre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande donc à chacun des prestataires sociaux de bien vouloir se diriger auprès de sa banque ou du centre de gestion de son ressort pour y percevoir son paiement. Par ailleurs, la Direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. Et là, c'est signé le directeur général intérimaire, Dr Jean-Simon Mfouti Kiakou, faite à Kinshasa le 10 octobre 2022. L'hôpital général de référence de Monvou à Idjoui dispose désormais d'un bloc sanitaire consacré aux urgences. Il a été construit et équipé aux standards international l'œuvre est du gouvernement provincial du Sud Kivu que dirige Théo Ngwabidje qui a financé ces travaux à 100%. Un ouf de soulagement pour des centaines de membres de la population de cette partie de la République démocratique du Congo qui étaient obligés de parcourir jusqu'à 300 km pour accéder à des soins de santé de qualité. Ernest Mouero.
C'est par cette coupure symbolique du ruban que le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a procédé à la remise officielle du bloc sanitaire consacré aux urgences des malades à l'hôpital général de référence de Monvo à Idjouy, en présence du chef de la maison civile du président de la République, le docteur Bruno Miteo. C'est un pavillon sorti d'un espace de 130 mètres composé de 5 pièces réparties en 2 salles d'urgence, 2 bureaux modernes de consultation avec des toilettes, un bureau administratif, une salle d'attente et celle des réceptions. La matérialisation de ce projet est née d'une ferme volonté du gouverneur qui tient à relier la parole à l'acte pour répondre aux demandes de la population. Le territoire d'Idjouy peut aujourd'hui être fier que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à répondre et à proposer les solutions aux préoccupations de notre peuple. Nous avons construit, mais nous avons aussi équipé. Le travail va se poursuivre et que le peuple fasse confiance à son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit béton. La notabilité du territoire insulaire d'Idjouy, les mois Mirogène Tambouka ou encore le personnel de cet hôpital ont eu des mots justes pour remercier leur bienfaiteur, le gouverneur qui est un fils du terroir. C'est donc avec fierté et grande estime que je reçois ce jour ce présent ouvrage avec l'assurance de l'utiliser en toute responsabilité en veillant sur son entretien permanent et efficace. Ce geste de générosité a été salué par le docteur Bruno Miteo, chef de la maison civile du président de la République, qui dans la foulée a annoncé aux femmes enceintes, y compris celles qui ont accouché à l'hôpital de Monvo, la prise en charge de leurs factures par la première dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. À son tour, l'autorité provinciale s'est engagée à payer les factures impayées de 40 000 $ en faveur des patients insolvables qui n'avaient pas la possibilité d'honorer leurs factures. Avant de regagner Bukavu, Théo Ngwabidje Kassi et Bruno Miteo se sont inclinés devant les tombes des parents biologiques du gouverneur à la résidence familiale. Nous allons maintenant nous rendre en dehors de nos frontières, en Russie. Le président Vladimir Poutine s'est longuement exprimé ce mercredi lors du forum énergétique de Moscou. Vladimir Poutine a fustigé l'attitude du G7 qui a décidé de plafonner le prix du pétrole russe. Pour Vladimir Poutine, cette décision risque de pénaliser des milliards de personnes à travers le monde. Amina Mouacha. Sanctionné une fois de plus mardi pour la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine répond ce mercredi aux 7 puissances économiques mondiales et à l'Union européenne. Avec leurs décisions hasardeuses, certains hommes politiques occidentaux détruisent en réalité l'économie mondiale des marchés et menacent le bien-être des milliards de personnes, a fustigé le président russe dans son discours au Forum énergétique de Moscou tenu ce 12 octobre. Faisant référence au plafonnement du prix du pétrole lui imposé mardi par le G7 de façon à limiter les revenus engagés par Moscou. Dans son long discours, Vladimir Poutine avertit que le plafonnement du prix du pétrole russe menace le bien-être des milliards de personnes dans le monde. Pour rappel, mardi, le G7 s'est réuni en urgence en virtuel après que Moscou ait revendiqué de nouvelles frappes massives sur des infrastructures ukrainiennes. Le G7 a promis de demander des comptes à Vladimir Poutine. Sur les terrains en Ukraine, le combat continue. Dans la journée de ce mercredi, Kiev a annoncé avoir repris aux forces russes 5 localités de la région méridionale de Kherson. C'est cette page internationale nous proposée par Amina Mouacha et Cathy Menga qui vient clôturer cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Je vous retrouve demain à la même heure.
Bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 12 octobre 2022. Débutons cette revue de presse par le journal Forum des As qui titre à sa une « Muzito Fayulu, divorce presque consommé ». Pour le confrère, ce n'est pas un scoop. Adolphe Muzito et Martin Fayulu ne sont presque plus ensemble. Les deux leaders de la Mouka, plateforme politique de résistance, sont à croisée de chemin. À preuve, la passation de pouvoir hier mardi 11 octobre entre Adolphe Muzito, coordonnateur sortant de la Mouka, et Martin Fayulu s'est déroulée non seulement à l'absence de ces deux personnalités, mais la cérémonie a fini en queue de poisson sur fond des divergences. Muzito et Fayulu s'étaient fait représenter par les secrétaires généraux de leurs partis respectifs, à savoir Blanchard Mongomba pour le compte de Nouvel Élan et Devos Kitoko et Sidé. Selon Blanchard Mongomba, qui s'exprimait sur la radio Top Congo, le coordonnateur avait appelé la cellule politique à faire l'évaluation du combat de la Mouka, de sa transformation en plateforme politique de résistance à ce jour et lui faire rapport. Et malheureusement, il s'est fait qu'un seul point n'a pas permis à ce que le rapport final soit établi et que nous puissions préparer un projet de communiqué final. Respectueux de ses engagements, dit-il, Adolphe Muzito a tenu justement à ce que la passation se fasse de manière à laisser le champ libre au coordonnateur entrant de voir comment faire évoluer les choses dans le sens de trouver un consensus par rapport à cette divergence. Et toujours dans les volets politiques, la référence plus mentionne à sa une « Ensemble ne partagera pas le bilan de Tshisekedi » et aux confrères d'indiquer que l'Union sacrée n'aura géré avec lui qu'une portion de son mandat, a affirmé sur les antennes de Top Congo Dieudonné Bolengue Tengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi Chapwe. Alors que sa famille politique fait partie des figures de proue de l'Union sacrée de la nation, les députés nationaux du territoire d'Issangui, dans la province de la Chopo, a estimé que le président de la République a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la nation en tant que candidat à l'élection présidentielle. Le moment venu, c'est lui qui va présenter son bilan devant le peuple. Bien qu'ayant quelques personnalités issues de sa formation politique dans le gouvernement de l'Union sacrée, il rappelle que ces derniers exercent des responsabilités d'État. Ils sont responsables de ce qu'ils font et nous allons assumer ce qu'ils auront fait du bien ou moins bien au service de la République. L'hebdomadaire d'investigation Le Jalon publie à sa une « Encore un prisonnier de trop, Lambert Mende Omalanga bientôt au CPRK ». Selon le journal, à cause de ses propos diffamatoires et des imputations dommageables ainsi que des enjeux publics profanés envers l'honorable Charles Okoto, maître Pacom Bala, l'avocat Charles Okoto a déposé une plainte contre Lambert Mende Omalanga. L'homme va en découdre avec la justice où d'ores et déjà des sources dignes de foi où on apprend qu'une chambre d'1 mètre carré de centre pénitentiaire de rééducation sera déjà prête pour accueillir ces nouveaux pensionnés. Jeunesse de fait, il importe de rappeler pour rafraîchir la mémoire de l'opinion qu'au mois de juin dernier, en date du 16 au 20 juin, les villages Nyangunda et Elonga Djoudi, respectivement dans les territoires des Katakokombe et celui de Lodja, ont été victimes des incendies provenant de feux de brousse ayant endommagé des champs des cultivateurs, ce qui avait automatiquement fait d'eux des sinistrés puisqu'ayant causé la désolation dans plusieurs familles dans ces deux territoires à vocation agricole. Dans un autre registre, le journal Le Phare rebondit sur la recrudescence de la criminalité à Kinshasa et titre « Quand Mombele 580 Kuluna interpellé par la police ». Au journal d'écrire, au terme de fouilles opérées dans des maisons et autres refuges de ces délinquants, le ratissage a livré ce secret. Les policiers ont pu extraire des 7 antres de loups 580 individus dangereux. Acheminés au commissariat provincial de la police, hier en début d'après-midi, ils ont été soumis à un interrogatoire sommaire pendant que le commissariat de police, les sous-commissariats et les postes de police s'est livré aux opérations
des tamisages des différents groupes. Sous la supervision du commissaire supérieur principal Lazoubien Jean Eko, le commandant du groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Les équipes des enquêteurs ont réussi à écumer 110 délinquants ciblés. Les billes hebdomadaires, l'objectif parle à sa une de recrutement de magistrats halte à l'ingérence de politique. Et le confrère relaie l'alerte de la dynamique communautaire de la cohésion sociale et les développements de la synergie amis des valeurs du professeur et docteur Denis Mukwege. Ces deux structures l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public vendredi 7 octobre à Kinshasa. C'est le président national de ces deux structures, Maître Patient Bachombe Matabishi, qui l'a fait savoir. À travers leur message, la SAM et la DICODE disent avoir pris connaissance de messages, des recommandations des leaders des partis politiques en vue d'influer les résultats du concours en faveur de leurs partisans, ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre impacter sur l'indépendance de la justice au pays. La DICOP RDC et la SAM indiquent que toute interférence dans le recrutement de magistrats aura comme conséquence la consécration de l'impunité des crimes. L'autonomie des juges lorsqu'ils rendront leur jugement sera inexistante car viendra le temps de récompenser ceux qui les auront recommandés. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse et merci de votre attention.